Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Boost Mobile is no longer that prepaid wireless company you remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America. With Boost Mobile's networks, customers enjoy the speed and service they'd expect from the big three. Plus, groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger of the industry. Boost Mobile will let you try the network risk-free for 30 days. So visit your nearest Boost Mobile store or find us online at boostmobile.com today. Hello, hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On continue les pastilles et les analyses post-draft. Tonio Ajavon au micro. Et pour m'accompagner, encore une fois, Nitinia Simiong. Comment ça va, Niti ? Salut Tonio, salut tout le monde. Comment ça va ? Bah écoute, moi ça va, parce que sans trop m'avancer, je pense que là on va parler d'une draft de manière assez positive. Donc haut les cœurs, haut les sourires, on va parler de Seattle et des Seahawks qui ont fait une draft qui à peu près réunit des avis globalement positifs, mais on va rentrer un peu dans le détail. Juste avant que je t'interroge sur ton avis, Niti, on va faire un petit récapitulatif de leur sélection. Au premier tour, ils ont sélectionné le garde de North Dakota State, Gray Zabel. Au second tour, le safety de South Carolina, Nick Emmanwari. Toujours au second tour, Elijah Arroyo, le tight end de Miami. Au troisième tour, cette fois, le quarterback d'Alabama, Jalen Milroe. Au cinquième tour, Riley Mills, le defensive end de Notre-Dame. Au cinquième tour, également, Tory Horton, receveur de Colorado State. Encore au cinquième tour, 3 pour le prix d'un, Robbie Hoots, fullback d'Alabama. Au sixième tour, Bryce Kabeldou, le garde de Kansas. Et au septième tour, 3 sélections de nouveau, Damien Martinez, le running back de Miami. Mason Richman, le tackle d'Iowa. Et Ricky White, le troisième du nom, receveur de UNLV. Ça fait du monde, grosse draft, grosse cuvée. Et on va parler un peu de la qualité. Ben, justement, quel est le choix que tu as préféré, toi, Niti, parmi tous ces joueurs ? Ouais, bah écoute, le choix que j'ai préféré, c'est le premier, tout simplement. Gray Zabel, le garde de North Dakota State. Il fallait un garde, absolument un garde, du côté des Seahawks. Non seulement j'aime bien déjà le poste qu'ils ont adressé au premier tour, parce qu'il faut protéger Sam Darnold, il a besoin d'une belle ligne offensive. On a déjà 2 très bons tackles pour moi avec Charles Cross et Abraham Lucas. On a Gray Zabel maintenant en tant que garde. C'est pas mal, il y a de l'expérience un peu sur toute la ligne. Il va donner de la stabilité. Il vient en plus d'une fac qui forme très très bien les joueurs de ligne offensive. Donc ça ne peut être que positif ce choix, et donc c'est pour ça que j'ai bien aimé déjà leur choix du premier tour à une position plus 18e qui n'est pas trop haut pour moi, c'était sa valeur. Donc moi j'aime bien ce choix de Gray Isabelle. Ouais, bah, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. C'est une excellente sélection de la part des Seahawks, juste parce qu'il y avait un besoin énorme et criant au milieu de cette ligne offensive. Petite interrogation sur le poste auquel il va jouer. A priori, ça devrait être garde, même s'il a joué centre à l'université. Mais non, enfin, là, il y a tout réuni dans ce choix. Le besoin, la qualité du joueur, le pédigré, parce que tu l'as rappelé, de l'université de laquelle il vient. Bon, c'est pas une grosse fac, mais c'est une fac qui est réputée quand même pour les joueurs de ligne. Donc non, là, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et pour moi, ma sélection préférée, c'est la suivante, qui justement a été permise par la sélection de Zabel au premier tour, parce que dès lors que tu adresses ton plus gros besoin tôt, tu peux te permettre de sélectionner simplement le meilleur joueur qui suit.
sans forcément te soucier du poste auquel il joue. Et en plus, élémentaire avec les trades de DK Metcalf et de Dino Smith. Donc, ils ont pu remonter au second tour et sélectionner Nick Emanwari, le safety de South Carolina. C'est un joueur excellent. Voilà, pour moi, il n'est pas loin d'être le meilleur safety de cette QV. Il aurait pu valoir une sélection au premier tour. D'ailleurs, 35e choix, c'est quasiment un premier tour. Un excellent joueur qui va être titulaire d'entrée. J'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il ait une belle carrière en NFL. Voilà, c'est un joueur propre, un joueur physique qui va ramener un peu de, ouais, on va invoquer un peu les grands noms, mais voilà, un peu de Cam Chancellor dans cette défense, un peu de, Ah ouais, ouais, un peu de physique, un peu de plaquage, allez. même si c'est pas vraiment le même type de joueur, mais il est quand même bien physique, bien costaud. Il est même beaucoup plus rapide que l'était Cam Chancellor. Donc c'est pas vraiment une comparaison qui vaut simplement juste sur le, le côté dur au mal qu'il va apporter à cette défense. J'adore. Donc voilà, c'est ma sélection préférée de cette draft pour les Seahawks. Oui, j'aime bien Nick Emanwari, un très bon safety, très très bon choix. Ils ont dû peut-être monter pour aller le chercher, mais honnêtement, il y avait pas forcément tiens, le besoin vraiment pur de safety parce qu'ils ont deux très bons safety, mais par exemple, un Julian Love, il va être en fin de contrat à la fin de la saison. Donc, tu as déjà son remplaçant dès cette QV, donc il faut le prendre et un deuxième tour, honnêtement, je trouve que c'est très cher, c'est même limite presque un steal à ce moment-là pour un steal, donc c'est une prise plus bas qu'il est prévu. Donc, comme tu l'as dit, il aurait pu être premier tour. Donc, ouais, je suis entièrement tes arguments sur le safety de South Carolina. Et est-ce que tu as des choses négatives à dire sur cette draft des Seahawks? Est-ce qu'il y a un choix qui t'a déplu en particulier parmi tous les noms que j'ai cités au tout début du podcast? Bah, écoute, il y en a. Mais c'est des choix, on va dire, qui ne m'embêtent pas. On va dire, c'est des choix qui auraient peut-être pu être adressés ailleurs. Par exemple, encore au deuxième tour, Elijah Arroyo. Ok? Tayen qui était très bon. Meilleure saison en 2024. Mais il a des gros problèmes de blessures. Et je veux bien qu'il y a Noah Fant et Jay Barner derrière, enfin, même devant lui plutôt. Mais est-ce que c'est lui pour plus tard qui sera de la future soupape de sécurité de Sam Darnold? Ben là, j'ai un peu de doute. Voilà. Donc, mais c'est pas un choix qui m'embête parce que il y avait peut-être un futur besoin de tie-in, mais je trouve que c'était un peu tôt. Voilà. Pour Elijah Arroyo, deuxième tour, je trouve qu'ils ont pris peut-être un tour trop tôt. Sinon, il y a un autre choix qui pour moi m'embête, c'est le fullback. Voilà, Robbie Hoots. Pourquoi au cinquième tour? Voilà. Il y a peut-être pour le jeu de course pour Kenneth Walker et Zach Charbonnet, bon pourquoi pas, mais bon après c'est un cinquième tour, mais ça pour moi c'est pas un bon choix, mais c'est un cinquième tour donc limite j'ai envie de dire qu'on s'en fout, mais t'aurais pu peut-être l'adresser ailleurs, par exemple cornerback n'était pas une position qui était adressée, t'aurais pu peut-être prendre un cornerback, mais si ils ont estimé que un cornerback n'était pas meilleur que ce qu'ils avaient dans l'effectif. Et ben pourquoi pas prendre Robbie Hoots, mais bon voilà, c'est un choix que j'ai pas aimé personnellement. Ouais, 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 ouais. Ben là, je te rejoins sur Roots et je te rejoins également sur Arroyo qui était mon choix pour la sélection que j'ai le moins aimé. Alors, je prends des pincettes parce que j'ai rien contre le joueur. Au contraire, je pense que au-delà de ses blessures, c'est un prospect très intéressant qui est d'ailleurs plutôt à sa place là au second tour. Simplement, c'était pas un gros besoin. C'était même pas un besoin du tout Mm. pour les Seahawks. Alors, qu'on s'entende bien, Noah Fant, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un joueur, tu te dis, ouais, j'ai Noah Fant, j'ai plus rien à faire sur le poste de Thailand. Mais entre ne plus rien avoir à faire et sélectionner un joueur dès le second tour, je pense qu'il y a un juste milieu. Là, il a Rio, en plus, c'est un joueur qui a encore des choses à travailler, à mon sens, notamment au niveau de la protection. Il n'est pas tout à fait au point là-dessus. Après, c'est un bel athlète, il est rapide, ce sera déjà une aide sur les tracés verticaux. Mais est-ce que tu sélectionnes un Thaïlande au deuxième tour alors qu'il va entrer sur le terrain que partiellement pour
quelques snaps pour proposer une menace verticale. C'est un peu cher à mon goût. C'est un peu cher à mon goût, même si j'aime bien le joueur, Ouais. même si je pense qu'il aura une carrière intéressante en NFL, pourvu que son corps le laisse tranquille. Je pense que c'est une sélection un peu anticipée, un peu trop tôt pour les Seahawks. Ouais, et je pense que c'est même pas une menace en zone rouge non plus. Et Mm. les genre, il y a aussi, si on parle de tie-in, tu vois, on peut parler de menace en zone rouge. Je sais plus quel est le pourcentage en zone rouge du côté des Seahawks, mais je pense il était pas fameux, je crois, du côté des Seahawks l'an dernier. Donc si c'est lui, ta soupape de sécurité pour marquer un touchdown, waouh, bonne chance au futur coordinateur offensif des Seahawks. J'ai oublié son nom. Désolé. Bah, c'est pas Kubiak, c'est Kubiak, il me semble, Ah si, c'est Clint Kubiak. Ouais, ouais, tout à bien fait, joué. Pardon, ouais, qui merci. a, qui a repris les rênes de l'attaque. Parmi, encore une fois, cette grosse classe de rookies, lequel aura le plus gros impact dès sa première saison dans la ligue? Je te laisse la parole, Nitti, le rookie le plus impactant pour Seattle cette année. Ah bah écoute, Nick Emanwori, forcément, parce que je pense qu'il sera titulaire, mais pas sur des postes de safety, peut-être sur des postes de nickel cornerback, mais il jouera pas forcément nickel cornerback. On va dire qu'il va jouer peut-être comme un troisième linebacker, peut-être. Je sais pas. En tout cas, avec ce joueur, on peut faire ce qu'on veut. En tout cas, Mike McDonald aura limite un jouet avec lui sur la couverture, que ce soit pour la couverture de passe ou la couverture contre la course. Parce que clairement, je pense que si ils sont montés pour aller le chercher, c'est pour qu'il soit titulaire. Voilà. Et je pense qu'il va avoir de l'impact sur cette défense de Seattle. Il peut peut-être être un leader dès sa première saison dans cette défense qui en manque peut-être un tout petit peu, même s'il y en a comme Devon Witherspoon, comme Julian Love. Voilà, il y en a. Mais je pense que lui, c'est vraiment quelqu'un sur lequel Mike McDonald peut peut se reposer pour faire des gros jeux, pour avoir de l'impact sur l'attaque adverse. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors, pour éviter le choix facile de Grayzable, qui a priori devrait être titulaire, d'autant ils ont perdu Laken Tomlinson lors de l'intersaison, je vais aller plutôt sur leur choix du cinquième tour, Riley Mills, le defensive end de Notre-Dame. Alors, je pense pas qu'il sera titulaire, mais je pense qu'il va beaucoup jouer parce qu'il a un profil que Mike McDonald adore. C'est-à-dire il est très polyvalent. Il peut jouer end, il peut jouer tackle. En fait, il apporte une nouvelle pierre dans la rotation de joueurs de ligne défensive. Et c'est pas du luxe derrière Leonard Williams, qui a été très sollicité la saison passée. Peut-être un peu trop, enfin en tout cas en termes de poste, on l'a un peu trop bougé. Euh, Consacrer Leonard Williams sur un poste un peu plus traditionnel au centre de la ligne défensive et utiliser Riley Mills comme joueur de rotation à gauche, à droite, au milieu, c'est peut-être un peu plus intéressant et ça permettrait de maximiser encore plus les talents de Leonard Williams. Donc je pense qu'il aura un impact assez certain dès sa première année, malgré le fait qu'il ait été sélectionné aussi tard au cinquième tour. Et surtout, je pense que sa sélection au cinquième tour, elle est plus due à ses soucis de santé. Parce que voilà, il a une blessure au genou lors des playoffs de college football. S'il se remet bien à temps, et a priori, il n'y a pas d'indication du contraire pour le début de la saison, je pense qu'il aura un rôle assez impactant pour sa saison rookie. Oui, je suis d'accord. C'est un joueur énergique, c'est un joueur très très costaud. Moi, je trouve que c'est un bon choix en plus au cinquième tour et une bonne valeur parce que j'ai regardé Notre-Dame, en tout cas en playoff, mais j'ai regardé aussi pendant la saison, et c'est lui qui avait vraiment le plus d'impact sur la ligne défensive, plus par exemple qu'un de ses coéquipiers comme Howard Cross, par exemple, qui n'a pas été drafté, ou d'autres joueurs sur la ligne défensive de Notre-Dame, mais il avait vraiment de l'impact et il a manqué en finale de college football face à Ohio State, car il aurait pu vraiment mettre la pression sur la ligne offensive de Ohio State, donc oui, c'est un joueur qui peut avoir de l'impact, peut-être pas dès la première saison, comme tu le disais, mais plutôt vers la deuxième s'il se remet bien. Et on va finir cette pastille comme toutes les autres avec une note globale sur la draft de Seattle. Écoute, je vais commencer par ma note. Je l'ai dit au début de ce podcast. Pour moi, c'est une très bonne draft globalement. Bon,
évidemment, ça aide le fait qu'il y ait eu autant de sélections. C'est un peu comme la loterie, hein. Plus on a de numéros, plus on a de chances de tirer des bons joueurs. Mais au-delà de la quantité de joueurs sélectionnés, je trouve que les besoins ont été adressés. Le besoin le plus important à l'intérieur de la ligne offensive avec Grisable qui est absolument comblé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. J'adore la sélection ensuite d'Emma Noiri, qui n'était pas forcément un besoin exceptionnel, mais le fait d'avoir justement rempli le besoin le plus urgent au premier tour, ça permet d'utiliser le choix suivant pour un joueur de classe, tout simplement, qui aurait dû être pris au premier tour. Et puis tu regardes derrière, même Jalen Milroe, on n'en a pas parlé. Mais au troisième tour, ça correspond à son niveau, c'est-à-dire un joueur qui va être sur le banc pour commencer et qui, pourquoi pas, avec un développement intéressant, pourrait venir titiller un peu Sam Darnold, dont on sait qu'avec son contrat, il n'est pas forcément assuré d'être à Seattle pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc voilà, pourquoi pas un peu prendre un pari. On peut faire la liste comme ça, mais globalement, c'est une très bonne draft. Donc moi, je vais donner la note de 8 sur 10, simplement pénalisé par la sélection de Robbie Woods, qui est... bon, ok, pourquoi pas. Et celle d'Elijah Arroyo qui pour moi arrive un peu trop tôt. Bah écoute, moi j'ai le même raisonnement que toi. Je regrette un peu peut-être de ne pas avoir adressé le poste de cornerback, qui était pour moi presque un besoin prioritaire parce que Pritchett il a encore tout à prouver et Tariq Woolen a été très moyen Ouais. lors de sa deuxième saison, donc peut-être un peu plus de concurrence là-dessus. Pas de linebacker non plus, mais en même temps, est-ce qu'ils en avaient besoin? Je pense pas. Après, ce que j'ai bien aimé dans cette draft, c'est que, comme tu le disais, t'as parlé de Jalen Milroe. Moi, j'ai bien aimé le choix. Troisième tour, voilà. Pas de pression sur lui et pas de pression sur Sam Darnold non plus. Donc, ça, c'est très bien. Et puis surtout, ils ont amené de la valeur sur l'équipe spéciale. Parce que Ricky White, leur dernier choix, il Mm. peut retourner des punts, hein. Et il peut contrer des punts aussi. Il a bloqué quand même 4 punts, ce type, en 2024. Donc c'est pas trop mal comme choix. Et attention aussi au choix Tory Horton, qu'on n'a Ouais. pas beaucoup parlé non plus, mais souvent blessé malheureusement comme Riley Mills. Mais très très bon joueur. Il a fait beaucoup de chiffres à Colorado State. Donc à surveiller pour être pourquoi pas un receveur numéro 3, voilà, derrière Cooper Kupp et Jackson Smith and Jigba, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis pour revenir sur Ricky White, euh, le fait qu'il soit tombé aussi bas, je pense que ça a à voir avec son combine qu'il a raté. Ah Parce oui, que ouais, pour exactement. un joueur d'équipe spéciale auquel on demande de la vitesse, je crois qu'il avait couru un 4,65 ou 4,60 Oui, c'est sur, ça. sur le 40 yards. Alors qu'il est largement plus rapide que ça, et c'est juste raté, comme ça peut arriver, peut-être Mm. le stress, peut-être une mauvaise préparation, c'est au bénéfice de Seattle de l'avoir Mhm. récupéré aussi tard. Donc ouais, non, franchement, Et puis oui, j'ai vas-y. pas dit ma note surtout Ouais, parce que c'est vrai. ouais, c'est surtout ça que j'ai oublié. Non, mais j'avais mis 7 mais je peux monter à 8. Ouais, c'est une bonne draft donc 8 sur 10 aussi très très bonne draft. J'aurais aimé effectivement un cornerback. Mais et puis il y a le choix Robbie Woods effectivement qui s'allie un peu cette draft, mais c'est une belle draft de la part des Seahawks pour donner de l'aide à Sam Darnold et à cette défense des Seahawks qui en ont bien besoin dans une division très compétitive de la NFC West. Voilà, donc une note positive pour toi comme pour moi pour enclencher cette reconstruction ou mini-reconstruction du côté de Seattle. Évidemment, toutes les informations sur l'intersaison pour les Seahawks et toutes les autres équipes NFL sont à retrouver sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, touchdownactu en entier. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle pastille. Ça continue jusqu'à ce qu'on passe en revue toutes les équipes de la ligue. Merci à toi, Niti. Merci à toi, Niti, Merci à toi. de m'avoir accompagné. Merci à toi, Tonio, et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data. That's why we're thrilled to partner with Aura.
Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.